BFM Business, le grand journal de New York, Aurélie Boris. On poursuit notre discussion sur le luxe avec un spécialiste des profils qui peuvent intéresser les marques de luxe, en l'occurrence Laurent Guerrier. Bonjour Laurent. Bonjour. Vous êtes le président fondateur de Luxe Avenue et vous chassez des têtes, en quelque sorte, des gens qui vont pouvoir aider les marques de luxe à travailler aux États-Unis. Et ça tombe bien, les États-Unis, c'est vraiment un Eldorado qu'on redécouvre cette année. En tout cas, tous les grands groupes de luxe font un constat que c'est beaucoup mieux que ce qu'ils pensaient et qu'il y a vraiment des affaires à faire ici. Est-ce que vous partagez leur optimisme? Je partage modérément leur optimisme, dans le sens que, effectivement, par effet de comparaison, l'Amérique va beaucoup mieux que les autres zones. Mais il y a eu l'effet Sandy, dont tout le monde a entendu parler, et qui a quand même réduit le moteur, surtout dans la consommation, dans le domaine du luxe et dans la consommation en général. Donc, je pense qu'on fera une année assez bonne, mais c'est loin d'être l'Eldorado, même pour les marques de luxe et même pour les marques de haut luxe. Il faut être tout à fait objectif. Ça s'explique par le fait que depuis le début de l'année, les touristes sont plutôt venus en moindre nombre que l'année dernière. Ça s'explique aussi par le fait que derrière le beau décor de l'économie américaine, les réalités sont sur la consommation intérieure de la part des locaux. Les réalités sont tout à fait différentes. Et je pense qu'on est toujours dans une phase de recovery, en fait, pour l'Amérique. D'accord, donc quand Patrick Thomas, le gérant d'Hermès, dit en début d'année, pour moi les États-Unis c'est un marché à conquérir, c'est parce que on n'en est qu'au début ou c'est parce que il y a quand même des obstacles peut-être plus généraux sur la croissance mondiale et donc sur la croissance américaine? Alors, encore une fois, je pense que c'est un effet de comparaison. Puisque, d'abord, Patrick Thomas a la chance de diriger Hermès, qui est quand même du très haut luxe, c'est du luxe de prestige. Ouais. Moi, je parlais du luxe en général, c'est pas spécialement du prestige. Et je pense qu'effectivement, les marques de prestige comme Prada, Hermès, Vuitton s'en sortent plutôt mieux que les autres, toujours et historiquement. Mais pour répondre à votre question, je pense que l'Amérique, de toute façon, par comparaison, reste une économie en croissance, qui n'est plus du tout le cas de l'Europe, avec les chiffres qui ont été publiés hier ou aujourd'hui. Oui, ces derniers jours. Derniers jours. La Chine, dans le domaine du retail, il y a aussi des chiffres qui sont tombés où ils sont à moins 15 dans le domaine du retail, donc ça a un impact évidemment sur la consommation de luxe. La Corée aussi est en récession, en légère récession. C'est le cas. Le Japon va un tout petit peu mieux, mais même à Hong Kong, même à Singapour, depuis le début de l'année, les croissances sont très très réduites. Donc je pense qu'effectivement l'Amérique, par comparaison, alors qu'on avait oublié l'Amérique depuis les 3 dernières années parce que tout le monde se précipitait sur l'Asie, l'Amérique est de retour. Ça, définitivement. Et il y a un effet important, c'est quand même qu'il y a beaucoup de gens très riches aux États-Unis. À peu près 39% des très riches du monde sont américains, enfin, sont en tout cas aux États-Unis. C'est des gens qui sont capables de faire vivre tout un univers du luxe, pas seulement le textile, mais aussi tout ce qui est voiture. Oui, c'est vrai. C'est eux qui portent cette demande intérieure aux États-Unis. Oui, et ce qui est un phénomène intéressant dans le domaine du luxe aux États-Unis, c'est que la consommation est surtout... il y a beaucoup de touristes, à peu près 30% du marché du luxe qui dépend du tourisme, mais c'est plutôt 50% en Europe. Et donc les locaux, historiquement, ont toujours fait leurs achats sur le marché domestique. Et l'administration Obama, en plus, récemment, a facilité les procédures de visa pour les Chinois, notamment, et aussi pour les Brésiliens. Ça aura un vrai impact dans Ça aura un vrai impact lorsqu'ils décideront de revenir, oui, ce qui n'est pas tout à fait le cas, puisqu'aujourd'hui, les Chinois, soit ils restent en Chine, les Chinois fortunés, évidemment, soit ils vont à Hong Kong. Ils détruisent même des Maserati. On a vu ça, mais soit les Chinois vont à Hong Kong, qui est quand même beaucoup plus près, et en plus, il y a des histoires culturelles et de langue où c'est beaucoup plus simple finalement pour eux. Alors justement, vous parlez d'histoire de langue. Dans les gens qu'on vous demande de trouver et de recruter pour les grands groupes de luxe, il y a des Chinois, j'imagine, des gens en tout cas qui sont d'origine chinoise. Tout à fait. C'est quoi la tendance en termes de zone? Tout dépend de quel profil on cherche évidemment. Et puis nous, on fait surtout des dirigeants, mais on n'a jamais abandonné l'activité retail, qui est une activité de départ. On a toujours cru dans le retail parce qu'on pense que c'est là que ça se passe en fait finalement. Quand on maîtrise. Surtout aux États-Unis. Surtout aux États-Unis. Il n'est pas rare d'avoir quelqu'un qui a commencé sa carrière dans le retail et qui finit président. Donc au sein des magasins, effectivement, la recherche est de plus en plus une recherche qui correspond à la clientèle. Donc évidemment des Chinois, des gens qui parlent soit
qui parlent soit chinois, donc qui parlent mandarin, ou des Chinois qui viendraient ici sous visa, c'est ce qui est assez dur, ou c'est des Asian américaines en général. On cherche aussi des gens qui parlent le russe, on cherche des gens qui parlent le portugais et toujours de l'espagnol. Le portugais, c'est parce que le Brésil est un acteur sur lequel il faut compter. Absolument, parce que historiquement, les Brésiliens sont toujours venus aux États-Unis et en Europe faire du shopping, puisque les prix étaient extrêmement hauts là-bas pour des histoires de taxes. Prix d'ailleurs qui sont en train d'être nivellés vers le bas au Brésil. Il y a toute une campagne en fait au Brésil pour faire en sorte que les produits du luxe soient plus accessibles. Donc ça aura aussi un impact négatif sur le tourisme, parce qu'ils viendront moins aux États-Unis. En général, ils venaient surtout à travers Miami, par Miami. Donc on cherche des Chinois, des Brésiliens, on cherche des gens aussi qui pourraient combiner une plus-value autre que la langue. Bien sûr, on cherche des gens agiles, on cherche des gens globaux, on ne cherche pas des profils monolithiques, on cherche des profils qui ont d'abord de l'expérience dans le luxe, et ça je vous parle surtout de dirigeants. Dans le luxe, dans quel sens? Dans le luxe, c'est-à-dire qu'on fait leur carrière dans le luxe, ils comprennent les mécanismes, les principes du luxe, des gens qui seraient très talentueux mais qui n'ont rien à voir avec le luxe, qui n'ont aucune expérience dans le luxe, ça sera beaucoup plus dur pour eux. Donc en fait, on cherche des généralistes du luxe et on cherche des gens qui sont compétents et qui ont une qui sont compétents, donc qui ont une expertise technique, mais aussi des gens qui ont une ouverture sur le monde et qui ont une intelligence émotionnelle. Qui ont un réseau aussi bien... Oui, le réseau vient avec la compétence selon moi, puisque vous avez besoin d'avoir un réseau, d'être un homme de réseau, une femme de réseau pour réussir de toute façon dans n'importe quel domaine et dans le luxe aussi. Alors vous disiez qu'il y avait peut-être une distinction à faire entre, en tout cas si on parle des États-Unis, entre le retail, où il y a des produits d'appel présentés comme luxe, et le luxe prestige. J'aimerais bien qu'on revienne sur l'aspect retail à tendance luxe aux États-Unis. C'est quelque chose d'important. On a des marques typiquement américaines, Cole Haan, qui est une marque de New York, ou encore même Ralph Lauren. Ça fait partie des marques considérées comme des marques de luxe par les Américains, mais pas forcément par les Européens. Vous travaillez aussi pour ce genre de clients? Bien sûr. Et d'ailleurs, je pense que la grande différence à l'origine, c'est une différence de déficit d'origine, de déficit d'histoire. C'est-à-dire que les marques européennes ont toujours une histoire. La marque Saint-Louis, par exemple, fait partie de l'histoire de France, 1534 ou quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que les firmes américaines ne pourront jamais se targuer d'avoir la même histoire. Maintenant, à l'extérieur des marques que vous avez citées, vous avez des véritables marques de luxe aux États-Unis. Vous avez par exemple The Row, vous avez Reed Krakoff, vous avez Marc Jacobs, qui sont des succès, qui sont des marques de luxe aux États-Unis. Mais en général, les marques de luxe, comme les marques de luxe aux États-Unis, sont plus des marques de luxe intermédiaires, du luxe lifestyle, comme les Ralph Lauren, les Cole Haan, les Coach, les Kate Spade, etc. Et ces marques-là sont aux États-Unis. Elles sont distribuées à l'intérieur de leur réseau propre, de full price, mais aussi à l'intérieur des outlets. Par exemple, une marque comme Ralph Lauren a 50% de son chiffre à l'intérieur de son réseau captif, propre, des magasins, des boutiques propres, et 50% outlets. Et là, certaines marques produisent spécifiquement pour ces outlets. Donc ça dilue un petit peu l'image de marque, et les gens qui veulent vraiment avoir une marque de luxe aux États-Unis ne peuvent pas avoir 50% de leur distribution dans les outlets. C'est surtout les outlets, c'est les grands centres commerciaux à bas prix. Absolument. Voilà, on en voit quelques-uns en Europe. Voilà, et vous avez aussi le troisième pan de distribution pilier serait le e-commerce. Et là aussi, vous avez un e-commerce qui est off-price. Et dans ce cas-là, ça serait avec les gens comme The Guild, du flash sales, comme on appelle ça. D'accord. Alors, le consommateur américain, celui qui est prêt à acheter du luxe, comment est-ce qu'on fait pour le convaincre quand l'économie ne va pas si bien que ça, de peut-être se diriger vers des marques de luxe intermédiaires? Oui, alors les marques de luxe intermédiaires... Les gens qui vous demandent une expertise, donc de chercher des profils de haut niveau, ils vous demandent quoi comme qualité chez ces gens pour qu'on puisse créer un appel d'air Encore une fois, tout dépend du client, parce que convaincre un public, qu'il soit fortuné ou qu'il soit intermédiaire, c'est le but de tout le monde. Maintenant, chacun diverge sur la manière de faire. Si vous voulez imposer une marque de luxe intermédiaire, la démarche est très différente. Pour faire du luxe intermédiaire aux États-Unis, il va falloir jouer dans la cour des autres, c'est-à-dire là où ils sont.
effectivement passer par des outlets, par exemple, notamment, qui n'est pas la première démarche, mais c'est la démarche qui arrive vite. Pour les marques qui font du luxe, j'allais dire, il faut faire comme les autres, c'est-à-dire avoir des emplacements à prix en or sur du prime Madison ou Rodeo Drive. Rodeo Drive, c'est à Miami. Rodeo Drive, c'est à Beverly Hills. Beverly Hills, plus précisément. Pas du tout la même côte. D'accord. Et donc, aujourd'hui, vous ressentez dans vos clients, vous ressentez il y a plus de demandes que l'année dernière, par exemple, ou vous sentez que ça repart un peu on sent que ça repart, pour l'économie globale du luxe? Voilà, donc nous, en ce qui nous concerne, on est très busy, ce qui est très bien, mais on reste une boutique firme, donc c'est pas vraiment révélateur. Je pense qu'en général, depuis le début de l'année, il y a un certain attentisme, encore une fois, et depuis le mois d'avril, c'est ce que j'ai collecté en parlant à mes clients, l'économie repart un petit peu, enfin les sales repartent, et on sent qu'il y a de nouveau un certain dynamisme à l'intérieur des department stores. Donc c'est plus positif et ça va évidemment déboucher sur plus de recrutement pour nous et pour les autres. D'accord. Donc vous êtes une boutique firme, c'est-à-dire que les affaires tournent toujours, hein, quel que soit le... Non, ça veut dire qu'on n'est pas, on s'est appliqué à nous-mêmes les principes du luxe, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une démarche de volume. On est plus d'une démarche qualitative. Donc on essaie de faire de la croissance organique, c'est-à-dire de faire de plus en plus de missions pour nos clients et non pas spécialement aller chercher de nouveaux clients. Ouais. C'est pas, et comme on est 4-5, on n'a pas du tout une démarche de quantité, on a une démarche de qualité. Au contraire, de qualité. Que votre message soit bien compris. Donc le luxe aux États-Unis, c'est une affaire de quelques mois, ça frémit, hein, nous a dit Laurent Guerrier à l'instant, le président fondateur de Luxe Avenue. Restez avec nous, on continue une nouvelle discussion dans ce grand journal de New York. On ira faire un petit détour par les marchés actions.